Donc Ahidjo avait cette méthode-là. Si Biya avait donc utilisé cette méthode, il y a longtemps que le stade d'Olembe n'aurait jamais été un stade, mais plutôt un complexe sportif, comme cela a été écrit sur le papier. Si Biya avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que le port en eau profonde de Kribi aurait été un complexe industrialo-portuaire. Plutôt que un simple malheureux port que nous avons aujourd'hui et qu'on est en train de colmater au fur et à mesure. Si Biya avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que la CDE aurait été dénichée depuis. Elle n'aurait même pas eu pignon sur rue au Cameroun, c'est-à-dire on a vendu. Vous avez imaginé un crime pareil? C'est-à-dire que où l'État décide de garder la logistique de construction des réseaux d'eau et de donner l'usufruit de l'eau à une compagnie étrangère, c'est-à-dire un commerçant, de vendre l'eau pendant que lui souffre. Vous comprenez ça? Si il y avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que la Sonel serait restée Sonel. On n'aurait jamais donné nos affaires en affermage, comme il dit là, à AES, à Eneo et tout ça, qui viennent vendre l'électricité pendant que l'État supporte le coût des infrastructures d'électricité. Si il y avait eu la méthode Ahidjo, il y a longtemps que tous les barrages auraient été livrés. Mekin aurait été livré, Lompanga aurait été livré, Memvele aurait été livré. Tout aurait, d'autres même n'auraient même pas commencé parce que les études auraient été concluantes et Biya aurait su qu'en fait ces choses-là ne peuvent pas prospérer. Mais comme il a décidé donc de rester toujours au paradis et au ciel et de laisser le peuple en enfer avec les diables que lui-même il nomme tous les jours, on se retrouve donc dans cette situation-là où les diables ont décidé de faire hara sur le peuple et de pouvoir donner des volontés qui parfois ne sont même pas celles du président pour implémenter certaines choses qui Biya avait gardé cette méthode Ahidjo, c'est-à-dire la méthode parallèle de contrôle des affaires de l'État. Il y a longtemps qu'on aurait eu notre complexe au Dolembe, parce qu'Olembe c'est pas un stade, c'est un complexe sportif, avec beaucoup de choses à l'intérieur. Biya, si c'était Ahidjo, il se serait déplacé. La CAN de 72. Biya lui-même, du moins Ahidjo lui-même, avait pris ses responsabilités. Ils ont fait la prison pour certains. D'autres ont été exécutés. C'est qu'on ne vous dit pas. D'autres ont été exécutés. Voilà, les amis. Le futur président de la République du Cameroun, c'est-à-dire dès octobre prochain, doit être un véritable chef chantier. Je dis bien, doit être un véritable chef chantier. Quand je dis chef chantier, ceux qui ont déjà eu affaire au chantier, que ce soit un chantier de construction de maisons ou un chantier de BTP, du moins un chantier, comprennent de quoi est-ce que je parle. Le chef chantier est la cheville ouvrière d'un chantier, d'un travail. Quelles sont les qualités d'un chef chantier? Oui, pour ceux qui ne comprennent pas quand je dis que le prochain président de notre Cameroun doit être un véritable chef chantier. Ça veut dire qu'il doit être comment? Vous êtes nombreux à me poser la question. Un chef chantier, c'est un maillon essentiel dans la réalisation des projets de construction. Voilà comme ça, là la façon qu'on définit un chef chantier de façon générale. Il veille à la bonne exécution des travaux sur le terrain. Il veille à la bonne exécution des travaux sur le terrain et assure la coordination entre les équipes, les machines et les délais. Il n'y a pas meilleure mission ou meilleure carnet, on appelle ça meilleure feuille de route pour un chef chantier que ce que je viens de vous lire. Le chef chantier est un maillon essentiel dans la réalisation des projets de construction. Il veille à la bonne exécution des travaux sur le terrain, pas dans les bureaux, et assure la coordination entre les équipes, les machines et les délais. Les amis, on peut transposer cette définition de chef chantier-là dans le gouvernement. Pour savoir, le prochain président de la République doit être un monsieur qui va sur le terrain, comme le faisait le feu président Amadou Ahidjo, comme vous avez entendu Valère Bessala le dit tout à l'heure. Il doit aller sur le terrain, regarder ce qui est fait, ne pas se contenter de rester dans le bureau et donner les ordres et penser que ses collaborateurs vont mettre en œuvre sa volonté. Non, ça doit être un monsieur qui va sur le terrain, qui rencontre les populations, qui va dans le tréfonds du Cameroun, qui contrôle, qui coordonne les travaux, qui coordonne les équipes, qui vérifie si les délais sont respectés. C'est ça un véritable chef chantier. Un chef chantier étudie les plans et la compréhension du projet. Collaboration étroite avec le conducteur. Il doit collaborer de façon étroite avec ses ministres, avec les personnes à qui il confie les tâches.
Voilà les qualités d'un chef chantier. Depuis que Paul Biya a accédé à la magistrature suprême, vous pouvez me citer un village dans lequel il est parti. Je n'ai pas dit que dans quel... Parce que vous allez me dire que oui, il est allé à Bafoussam à l'époque, je crois que c'était au début même de sa prise de fonction. Il est allé à Douala quelques fois. Donc un monsieur est présent depuis peut-être 43 ans. Le gars est allé dans la capitale économique à peine 4 fois, ou peut-être 3 fois seulement. Bon, à Yaoundé, c'est là où il réside, mais on le voit combien de fois? Il sort pour aller au défilé du 20 mai. C'est la plupart du temps, à ce moment qu'on le voit. Ou le soir, lorsqu'il y a la réception au palais de l'unité, les gars profitent pour le voir. Mais les populations qui lui donnent le mandat chaque 7 ans, est-ce qu'il s'en va les regarder? Est-ce qu'il descend dans les villages, dans les communes, rencontrer les populations, causer avec elles pour savoir si elles sont satisfaites de la façon par laquelle il dirige et mène le pays? Non. Il est calfeutré chez lui, là-bas, et tout dit. Quand il n'est pas en Vomica, il est en Suisse. Ce n'est pas de ce type de président que nous avons besoin. Les amis, regardez cette image. C'est le président gabonais, le nouvel homme fort de Libreville. Le gars va au taquet, comme on dit. Le gars se balade comme vous et moi. Donc, le gars n'a peur de rien. Le gars va au contact de la population. Regardez, là, c'est que vous êtes en train de voir là. Le gars est allé dans un village, dans les tréfonds du Gabon, rencontrer les populations, les villageois, les pêcheurs, discuter avec eux. Les gars ont dit ce qu'ils pensaient qu'il peut faire pour leur développement. Le matin, le gars s'est levé au petit matin en faisant son footing. Il allait regarder du doigt ce que les gars ont dit. Donc, quand il arrive dans une localité, il organise une réunion, un centre de travail avec les populations, avec les dirigeants, les fonctionnaires qui vivent là-bas, quoi. Il y a un échange entre tout ce beau monde-là. Et après, il ne se contente pas de prendre le bout de papier qu'on lui a donné pour dire que bon, c'est ça les désirata, il s'en va. Non. Après, il descend en catimini sur le terrain pour voir si ce que les uns et les autres ont dit reflète la réalité. Donc, le gars est descendu au petit matin, fait son footing avec ses quelques gardes du corps pour toucher du doigt la réalité. Vous voyez comment le gars arrive dans un petit fleuve où il y a des pêcheurs. Les gars sont en train de pêcher. D'ailleurs, vous avez vu comment on lui donne le poisson. Les gars ont profité pour lui donner un peu de poisson là, frais, bien qu'on venait de pêcher. Et après ça, le gars s'est assis là-bas sur les troncs d'arbres, au bord de la rivière, avec ses villageois, pour échanger avec eux, pour discuter avec eux. À la fin de cette vidéo, je vais vous laisser écouter cet échange-là entre le président gabonais et ses populations. Donc, il s'en va rencontrer les personnes de population lambda, les non-name là en fait. Je vais vous laisser à la fin de cette vidéo, je vous promets à la fin de cette vidéo, je vous laisse écouter exactement cet échange inédit entre un président de la République et son bas peuple. C'est ça que la population demande au président Paul Biya. Il n'y a rien d'autre. On sait que c'est un homme, on sait qu'il ne peut pas nous offrir l'impossible, mais les gars ont besoin de voir Paul Biya, de lui demander un certain nombre de choses. Comment est-ce que ces choses fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'il y a telle chose? Parce que c'est lui qui reçoit mandat des populations. Donc c'est à lui que les gars doivent poser des questions. C'est de ça qu'il est question. Je suis sûr qu'il faisait ça. C'est que ce qu'on voit aujourd'hui sur notre scène politique n'existe pas. C'est qu'il y a plein de posants fantômes ou factices qui n'auraient pas lieu d'exister. Mais non, comme il n'est jamais là, ceux qu'il nomme viennent voler, viennent asservir la population et au lieu de les démettre de leurs fonctions, il les prolonge davantage, comme pour dire qu'il est content du travail que fait ces gars. Donc du coup, la population se sent tellement délaissée, abandonnée. Il y a un grand fossé qui s'est créé entre lui et son peuple. C'est de ça qu'il s'agit, les amis. C'est ça. Voilà un président proche de son peuple. Voilà un véritable chef de chantier. Actuellement, Oligui Nguema, qui a pris le pouvoir au Gabon, on va dire que oui, c'était à la faveur d'un coup d'État. Je ne suis pas là pour légitimer le coup d'État, mais je suis en train de dire que après avoir pris le pouvoir comme il a pris le pouvoir, il est en train de se rendre utile pour la population. Je suis sûr qu'il sera plébiscité à la prochaine élection présidentielle qui sera organisée ce mois d'avril. Parce que le peuple avait besoin de ça. Des gens qui viennent écouter, les écouter.
Dites que oui, j'ai entendu vos doléances. Voilà ce que je vais faire. Mais vous autres, voilà ce que vous pouvez m'aider à faire. C'est ce que Olingi m'a dit à ces gars. Vous allez écouter l'échange, vous allez comprendre. C'était un échange inédit. Le gars dit que d'accord, je suis d'accord avec vous. Je vais faire ça, ça, ça pour vous. Mais vous également, ne pensez pas que vous devez rester les bras croisés. Vous devez également vous battre. Vous devez, par exemple, si vous voulez pêcher, avoir votre permis de pêche. Si vous voulez pêcher en haute mer, il y a des endroits où on pêche, qu'on ne pêche pas. Il y a des endroits où pour pêcher, il faut avoir votre papier. Pour que j'aille vous défendre auprès du gouvernement, venez me présenter votre permis de pêche. Moi-même, je vais appeler le ministre ou le premier ministre pour dire que là où tu as dit qu'on ne pêche pas là, non. Pardon, coupe une partie, tu donnes à ces gars de pêcher. Le gars a pris cet engagement, il dit que vous avez votre responsabilité, j'ai la mienne. Les gars se sont compris au finish. C'est ça, un véritable chef de chantier. Il coordonne le travail. Il ne se contente pas de donner les instructions ou de donner les ordres. On ne le voit jamais sur le terrain. Les amis, octobre 2025, c'est demain. Quand vous regardez les candidats déclarés actuellement, vous savez qui peut être un véritable chef chantier et qui ne l'est pas. Donc, ne vous laissez pas endormir ou endoctriner par des discours ou par l'épargne ou par l'huile ou par la sardine ou par le riz frélaté. Non. Regardez bien les candidats, jugez leur personnalité, jugez leur parcours. Oui, parce que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un peuple et un homme. Oui, regardez, analysez ces personnes-là. Jugez par vous-même. Le moment venu, allez déposer votre bulletin de vote dans l'urne. Vous aurez voté en âme et conscience. Et suivez surtout votre vote pour que votre voix ne soit pas volée. Voilà. Donc, les amis, partagez massivement cette vidéo. Et comme promis, je vous laisse regarder un extrait de cet échange entre un véritable chef chantier, M. Olingi Nguema, et son bas peuple. Alors les amis, regardez-vous et on se retrouve. C'était pour passer la nuit ici avec vous, pour vivre la réalité de ce que vous vivez. Je voulais la partager également. Le manque d'eau, la route, le capal. Et je suis venu, comme vous l'avez dit, Dieu promis à la jeunesse. C'est Dieu promis à la jeunesse. C'est la pêche. Maintenant, en faisant la pêche, il y a la loi, la discipline, il y a le règlement. Le parc de Pongara, que vous me dites, je vais regarder avec les autorités. Mais c'est là où les poissons se reproduisent. Si on se met tous à pêcher dans le parc, ça veut dire qu'à l'avenir, dans 5-10 ans, on n'aura plus de poissons. Amen. Voilà pourquoi on a protégé cet endroit-là. C'est quand les poissons, ils quittent, ils arrivent, c'est là qu'ils font les autres poissons. Vous parlez, la réalité, c'est celle-là. C'est là qu'ils se reproduisent. Donc on ne peut pas pêcher dans le parc. Sinon, à l'avenir, on n'aura plus de poissons, on sera comme les autres. Et puis quand ils quittent la haute mer là-bas, ils arrivent. C'est un peu comme les tortues. À la baie, les tortues, à la pointe des nids. Quand ils quittent l'océan Atlantique, ils quittent l'Amérique, ils viennent, ils se reproduisent là. Quand ils se endroits comme ça. C'est aussi ça, le développement. C'est le développement. Je vais vous trouver des moteurs hors bord. Là, vous pouvez aller pêcher en haute mer. Là-bas aussi, il y a du poisson. Des zones non protégées. Il y a des gros poissons là-bas. Quand ils finissent de se reproduire, quand ils vont maintenant dans la zone, dans la haute mer, là, vous pouvez pêcher. Mais je comprends la difficulté, c'est qu'avec ça, vous ne pouvez pas aller en haute mer. N'est-ce pas? Donc, il faut aujourd'hui qu'on travaille la pêche, qu'on puisse industrialiser le secteur de la pêche. On ne va plus donner ça aux autres. Tous les permis qu'on signe là-bas, on va les signer avec nous-mêmes, les Gabonais. Ça veut dire que quand le ministère de la pêche achète le bateau, c'est vous qui êtes là-dedans. Vous allez en haute mer là-bas, vous pêchez et vous ramenez du poisson. C'est ce que nous allons faire. Merci déjà pour la quantité de poissons que vous m'avez donné. Je le sais très bien. Je ne vous oublie pas. Je suis avec vous. Mon premier défi que je vais faire pour vous, on va aller faire la bourre ici. On va créer un ponton. On va mettre le capal. Comme ça, quand vous sortez le poisson, il est frais. Et puis les gens viennent payer et ça fait tourner votre activité. Amen. Ça, je vais le faire pour vous. Voilà pourquoi je suis venu ici. Hier, on m'a posé la question sur les problèmes d'eau. La ville n'a pas d'eau. Vous avez vu ce matin, quand je commençais à courir, à faire du sport, c'est aussi ça. C'est quand je me balade dans la ville, il ne faut pas seulement rester dans le palais. Sinon, la réalité t'échappe. C'est comme ça qu'il monte aux populations. Moi-même, je suis venu voir. J'ai regardé,
il y a déjà un château d'eau, il y a déjà une pompe. C'est juste un petit groupe qui en parle. On va... Maintenant, après, vous voulez le développement. Le développement, c'est pour la jeunesse. Pourquoi depuis 14 ans, ils n'ont pas réparé? Semble-t-il que depuis le feu président Omar Bongo Ondimba, l'eau est cadeau ici à Donguila. Et la SCG aussi ne fait pas de recettes à Donguila. Donc quand ça tombe en panne, ils n'ont pas d'argent pour venir réparer. C'est ça aussi. Donc maintenant, si on répare et qu'ils vous connectent avec les compteurs à côté des maisons, quand vous allez payer la facture à la fin du mois, ils prennent cette facture-là, prennent le château d'eau, le moteur tombe en panne, ils reviennent avec cet argent arrangé. Donc la politique de tout cadeau là, ça n'existe pas dans le développement. Et je vous dis la vérité. Hein? La politique du Ngori, ça n'existe pas dans le développement. Là, je vais faire l'effort d'arranger. Vous auriez l'eau, mais à long terme, il faut penser à payer l'eau. Parce que quand ça va retomber en panne, qui viendra vous arranger ça encore? Or, si vous payez à la SCG. Quand ça tombe en panne, vous les appelez. Ah non, non, nous on a payé, venez nous réparer la pompe. Et ils viennent, ils réparent. C'est comme ça le développement. Ici, c'est une zone d'avenir. Vous avez regardé à Libreville, à Kanda, le cadre c'est déjà saturé. On ne peut plus construire, il n'y a plus de terrain. Quand j'ai dit on va faire Libreville 2, ça fait tout le monde. On va mettre l'aéroport. Quand on va mettre l'aéroport, les terrains ici vont prendre la valeur. Une fois que l'aéroport on termine, on a déjà ouvert. On a ouvert. Là où il y a l'aéroport, il y a les hôtels. Il y a les touristes qui arrivent. Donc cette zone-là, jusqu'en Toum là-bas, Kokobi, ça va prendre la valeur. C'est la valeur de demain. Parce que Libreville, on est déjà saturé. On dort sur les autres, les gratte-ciel. Hein? C'est comme ça. Les projets immobiliers que nous avons lancés, on va venir les faire ici. Hein? Un Gabonais, un logement. C'est dans cette zone-là qu'on va faire. Et quand ils vont venir aussi, il faut les accepter. Il faut les accepter. Parce que c'est notre pays à nous tous. Il ne faut pas les chasser. L'État va construire des maisons. Les jeunes comme vous faites de la pêche. Tu payes 50 000 chaque fin du mois. Et puis après 15 ans, tu as ta maison. Après 15 ans, vous n'allez plus souffrir en mer dans le Congo pour rien. Dès que tu finis de faire ta pêche, tu pars, tu verses 50 000. Tu pars, tu verses 50 000. Tu pars, tu verses 50 000. Au bout de 15 ans, c'est ta maison. Avec tes enfants. Et c'est garanti. C'est tous ces projets-là que j'ai en tête. Maintenant, vous, la jeunesse, pour m'accompagner, c'est de travailler. De ne pas suivre ceux qui viennent vous distraire. Ou bien on va faire les grèves. C'est d'accepter ce qui se fait. Comme je vous ai dit, je suis franc avec vous. La politique du Ngori n'existe pas. Parce que les gens que je vais aller chercher pour venir construire les maisons, il faut qu'on les rembourse. On les rembourse avec quoi? Avec ce que vous allez payer un peu. Moi, je vais faire la route. Je vais faire le capable. Ça, c'est moi qui paye. Mais le reste des activités aussi, il faut participer. Il faut participer. Le goudron, c'est à l'État de mettre la route. Ça, c'est moi, je mets la route. Je dis à l'État, venez mettre la route. Maintenant, quand il faut aller jusqu'à Libreville, ils ont ce qu'ils appellent maintenant péage. Donc, combien? Un péage. Avant de traverser là pour aller vendre le poisson à Libreville, tu payes 500. Quand tu reviens, tu payes encore au moins 500, selon le prix qu'ils vont fixer. Comme ça, ça permet d'entretenir la route. On n'aura plus de nids de poules. Oui. C'est ça le développement. Le développement que vous voulez là, ça coûte cher. Faut pas me dire que Oligui nous a amené dans quoi? Je vous écoute. C'est ça la vérité. S'il y a des questions, vous me posez, je vais vous répondre. Monsieur le Président, excusez-moi de vous interrompre, j'ai une question. Oui. Bon, le sujet, c'est ici là. Nous, en tant que Gabonais, Charles Silla, on peut aussi proclamer que nous avons touché là. On a commencé ici, on a grandi ici. Bon, pour les moyens, nous on veut les moyens d'accompagnement pour le parc. Certes, le parc, c'est une zone de production. Mais là où ils nous ont donné des pêchers, il y a des remorqueurs qui transportent le gravier, le sable. Beaucoup de nos frères gabonais sont morts là. La nuit, ils naviguent. Nous, c'est interdit. Nous, les pêcheurs, nous avons l'interdiction de naviguer la nuit. Mais les groupes